Comment on commence? C'est toi qui commences. Non, c'est toi qui Non, mais commence. on peut commencer. Oui. Donc Pierre-Jean Sugier. Je suis ravi d'accueillir Paul Pack à la Fondation Fernet Branca pour une exposition de reprise, on va dire ça. Une exposition importante. Moi, j'ai eu la chance de voir le travail de Paul Pack il y a déjà quelques années à Paris chez Éric Dupont. Et puis, par l'intermédiaire d'un ami collectionneur, il nous a mis en relation et on a tout de suite sympathisé. Et du coup, je suis allé encore beaucoup plus loin dans le travail de Paul. Et ça m'a permis, bien sûr, de l'inviter pour cette exposition ici à la Fondation Fernet Branca à Saint-Louis. Alors, moi, peut-être une première question à Paul, c'est ici, il y a 20 ans de travail, mais sur l'abstraction, mais avant l'abstraction, est-ce qu'il y avait une vie avant l'abstraction? Comment on vient à l'abstraction? Il y a toujours une vie avant l'abstraction, sinon il n'y a pas d'abstraction. Je suis arrivé à l'abstraction assez jeune, à l'âge de 23 ans, 24 ans. Avant ça, je suis passé très vite à travers des problématiques figuratives qui me semblaient d'une vie trop courte. Et ce que je cherchais, c'était une œuvre avec une vie beaucoup plus longue et que je puisse approfondir une problématique picturale qui ne soit pas une problématique vraiment basée sur une narrative, mais vraiment basée sur quelque chose de beaucoup plus indéfini, qui n'a pas un sujet. Mais le sujet est quelque part, disons, la peinture est quelque part mon sujet, et j'ai trouvé que par l'abstraction, elle pouvait m'amener plus facilement à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on découvre en premier quand on se plonge dans l'abstraction? Qu'est-ce qui vient enclencher ce moteur et qui fait qu'on passe à l'abstraction? Qu'est-ce qui se passe mentalement même dans son esprit? Puisque on quitte la figuration et la narration pour trouver quoi? C'est ça le grand problème. C'est qu'on quitte quelque chose de très tangible, quelque chose qu'on peut raconter même devant les gens. On peut dire « Ah, ce tableau raconte ceci ». Et on trouve dans une certaine problématique plus d'une structure et une structure d'un langage plus dans la musique ou un langage qui réfère à des lieux et des surfaces et une problématique de gestes et de couleurs et aussi travail de comment on peut évoluer un langage d'un tableau à un autre et comment on peut se définir soi-même dans cette peinture. Et en faisant la peinture abstraite, j'ai eu la compréhension que celui qui le regardait en fait devenait actif participant dans le tableau. C'est-à-dire le corps et le regard de celui qui le regarde devient participant. Par contre, souvent dans une peinture figurative, le corps de spectateur est plutôt à l'extérieur de la toile et il lit cette narration décrite avant de lire la toile. Et ce qui était pour moi important, c'est que les gens entrent directement dans le sujet de la peinture. Moi, tout ça, c'est fascinant. Et j'aime bien écouter tout ça. Moi, je veux être un peu plus banal et peut-être vulgaire, un côté anecdotique de ta vie et ta famille et tout ça, une famille des artistes depuis longtemps. Parce que j'ai rencontré Paul il y a 30 ans à New York, par un ami, un grand plaisir de lui rencontrer. Et au commencement, je pense que c'est important de comprendre que Paul, il est un peu une traduction en lui-même. C'est quelqu'un avec des racines assez variées, avec une histoire familiale un petit peu complexe. Et beaucoup des gens à New York, où Paul a habité depuis plus de 30 ans, pensent que Paul, c'est un Français. Et il dit Paul le Frenchman.
Paul le français, et en fait il n'est pas du tout français, il est complètement anglais. Pour ça, c'est un petit peu à cause de ça qu'on s'entend si bien, parce qu'il est complètement anglais et tchèque en fait. Et son père était un tchèque juif qui était obligé de partir de Tchécoslovaquie quand les nazis étaient là, arriver en Angleterre, et se marier avec la mère de Paul, qui était anglaise et une artiste elle-même. Et le père de Paul voulait aussi être artiste lui-même. C'était un petit peu son rêve d'être artiste. Et toi, tu as un petit dessin de lui qu'il a fait quand il était en Tchécoslovaquie. Et aussi, l'oncle de ton père était un artiste assez connu, non? Karel Fleischmann. Karel Fleischmann, qui était mort dans les camps de concentration et qui était, il était dans quel camp? À Trésine. À Trésine, où il y avait beaucoup des artistes juifs qui étaient là. Alors il y a cette histoire des artistes des deux côtés. Et ton frère, il est artiste. Et il y a... Mon frère est artiste. Ouais. Et aussi ses enfants sont un peu artistes aussi. Ouais. Alors il y a beaucoup des artistes. Et c'est un Britannique, un Tchèque juif britannique, mais qui était Mon père. Oui. Mais toi, tu étais à Vienne. J'ai vécu à Vienne, puis pendant 3 ans à Vienne, jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Puis on est rentré en Angleterre, puis on est venu en France, à Pontoise, la limite des Anglais qui arrivent en France, parce que Jeanne d'Arc a rebattu les Anglais à Pontoise, sur les remparts de Pontoise. J'étais très content de cette histoire. Et là, on était les Anglais en haut de la colline. Mais pour moi, c'était fabuleux d'aller en France. Parce qu'à 16 ans, je suis allé aux Beaux-Arts. Oui, très tôt. Très tôt en auditeur libre. Puis à 17 ans, j'étais inscrit. Mais vite, j'ai compris que c'est là où c'est vraiment là que j'ai rencontré quelques-uns de mes amis les plus proches. Mais à 20 ans, j'ai quitté les Beaux-Arts pour fonder un lieu de peinture pour les rescapés des Beaux-Arts. Dans un squat. Dans un squat. Oui. À Belleville. À Belleville. Oui. Et à ce moment-là, c'est là vraiment où j'ai développé ma peinture, où j'ai vraiment trouvé mon envol. Et j'ai rencontré le galeriste Jean Fournier, qui m'a fait mon première exposition de galerie en France. Qui était, à cette époque, c'est toujours un grand nom, Jean Fournier, mais voilà. À cette époque-là, c'était vraiment une grande figure, très important. Et toi, tu avais quoi, 20 ans, 21 ans? J'avais 20 ans, ouais, quand il m'a acheté deux tableaux, des tableaux figuratifs. Mais quand je suis parti à New York en 88, c'est là où j'ai vraiment compris l'essor profond de la peinture abstraite. Et je pense que c'est là où vraiment mon identité picturale s'est vraiment fabriquée en peinture, où j'ai nettoyé comment je peignais, mes concepts picturaux sont vraiment développés en 88-90. Alors, toi, tu avais quoi, 28 ans 26 ans, 27 ans. 27 ans 28 ans. Et après ça, c'était New York pour 30 ans, plus que 30 ans. New York est devenu, pour moi, comme j'étais toujours étranger quelque part. Oui, voilà. Pour moi, je dis souvent que la peinture est my mother tongue. Oui. Parce que ma mère était peintre. Oui. Et c'est la seule chose que avec quoi je pouvais communiquer dans les pays étrangers. C'est-à-dire, un tableau ne change pas de langue. Par contre, les êtres qui sont autour du tableau changent de langue. Et ma mère peignait et je bégayais quand j'étais enfant. J'avais beaucoup de problèmes de communiquer. Et en fait, mais ma mère ne m'a pas appris à parler l'anglais vraiment, elle m'a appris à peindre. Elle faisait beaucoup nos portraits, des choses comme ça quand j'étais petit, j'allais au musée. À New York, je suis devenu en fait un peintre, j'étais beaucoup plus intéressé par la peinture new-yorkaise et son abstraction, et j'ai travaillé 10-15 ans
pour comprendre la peinture abstraite new-yorkaise. Et cette exposition contient des tableaux qui sont en fait où c'est après ces années-là, jusqu'en fin 90, où j'ai cherché à comprendre l'abstraction américaine et c'était tout un travail de compréhension. Après 99, je veux dire, après 99, 2000, j'ai commencé à introduire des choses qui, selon moi, faisaient défaut à la modernité. C'est qu'on n'avait pas, quelque part, la modernité, il fallait aller de plus en plus vers le monochrome, plus en plus la peinture en tant qu'objet, où on enlève les problèmes d'image. Et à partir de 2000, j'ai commencé à réintroduire cette idée que le tableau, intégralement, a aussi de l'image. Elle peut être une image abstraite, mais c'est une image. Et je ne voulais pas enlever cette... je voulais introduire la possibilité de spectateurs pour qu'ils puissent voir des choses, même si les choses ne sont pas nommables. Peut-être qu'on peut passer face à une œuvre maintenant. Oui. Alors pour moi, c'est peut-être un peu banal ou un peu vulgaire, mais moi je vois dans tout ça, toi tu parles beaucoup de la musique et je sais que tu écoutes la musique tout le temps pendant que tu travailles dans ton studio. Et pour moi, là on voit les lignes de la musique, ou comme on dit en français, les partitions de la musique. Et pour moi c'est très musical, c'est comme les partitions, les lignes de la musique. Il y a quelque chose qui croise là, il y a un autre, il y a des notes, presque notes qui tombent. Et est-ce que c'est lié avec la musique, cette toile il y a une histoire qui... depuis très, très jeune, j'écoute beaucoup de musique. Si on dit que ce tableau est une illustration de musique, je dirais que non. Mais... voilà. Mais l'idée d'une rythmique picturale, ça m'intéresse, qu'on puisse lire, parce que la musique est un rapport avec des chiffres et des consonances et des vibrations de couleurs ou le vide entre les sons. Ce tableau, au départ, est un tableau beaucoup plus minimaliste, puisqu'elle fait simplement la ligne verte qui traversait la toile. Et c'était tout, le vert et le blanc. Et j'ai laissé comme ça pendant 7 ans. Et en 2007, j'ai repris la toile et j'ai introduit des choses que Adrien trouve musicales, qui étaient des choses un peu interdites dans mon vocabulaire. C'est une sorte de gouttes ou des larmes qui introduit un autre langage que l'abstraction géométrique. C'est l'antigéométrie, cette chose-là. Et aussi, ce que j'ai voulu faire dans cette toile, c'est d'avoir trois images dans un seul tableau. On a l'image rouge, on a l'image vert et on a l'image jaune. Ça veut dire qu'on a 3 choses qui cohabitent dans le même espace. Et pour souligner la cohabitation, j'ai fait une sorte de réflexion qui n'est pas miroir, mais qui est un dédoublement du même objet, pour donner l'impression qu'il y a une possibilité de sérialité, des objets qui peuvent se répéter, surtout les rouges et les jaunes. Le vert, il fait que entrer et sortir de la toile. Par contre, les jaunes entrent et restent comme des espaces finis dans lesquels on peut habiter. Et les larmes, c'est pour casser c'était aussi, quand je dédouble les larmes, c'est aussi pour casser cette régularité des lignes horizontaux. Dans beaucoup de ma peinture, ce qui m'intéresse énormément, c'est les limites de la surface de la peinture. Par contre, vous verrez en haut, la ligne jaune touche la limite de la toile, alors elle définit
la limite de la peinture. Ici, elle s'arrête. Et la ligne aussi définit quelque part tout, ça veut dire que ça cadre. Et les lignes vertes s'arrêtent ici. Alors il y a une histoire de ce qui est à l'intérieur de la peinture, ce qui entre dans la peinture, ce qui sort de la peinture. Alors si on parle de la musique, la musique est en rapport avec les chiffres. Et c'est un art à partir de rythmes, de chiffres et de répétitions. Dans toute chanson populaire, il y a une répétition de refrains avec des paroles, avec des histoires entre. Et là, il y a une histoire de répétition à un pas de deux. Alors, c'est 3 pas de 2. Alors, ça, c'est le titre. Non, le titre est 2 times 3, because it's a painting based on repetition of un élément qui se répète 2 fois, et il y en a 3 éléments qui font ça, alors c'est 2 times 3. En même temps, on est tout à fait dans une logique musicale de ce que disait Adrien, sur l'idée de la variation d'une forme qui vient se répéter sans être égale à la première, donc que ce soit dans ces langues ou dans cette composition. Je crois qu'il y a aussi dans l'idée d'abstraction, comme tu disais, ce rapport aux chiffres, donc ce rapport aux mathématiques, comme si on revient sur la première question que je posais, sur qu'est-ce qu'on quitte quand on quitte la narration. Est-ce qu'on retrouve aussi ce rapport à la géométrie, en fait, de ce fait, parce que là, on est dans des lignes, des courbes, le cercle, qui sont vraiment les formes types de la géométrie et de la répétition. Les chiffres m'intéressent, de façon ou d'une autre, et que ce soit les chiffres magiques, il y a toujours le 3 est très différent du 2. Et quand on met 2 éléments dans un tableau, c'est un couple. Si on met 3 ou plus, ça devient au-dessus de 3, c'est une foule. C'est ce nombre, et nous, on lit un tableau, le tableau lui-même, s'il n'est pas un tableau rond ou non carré ou rectangulaire, un tableau rectangulaire est le chiffre 8, puisqu'il y a les 4 coins et les 4 bords. Et en peinture abstraite, on est toujours confronté à ce nombre, le nombre 8. Si on met 3 dans 8, c'est différent que 2 dans 8. Et dans le subconscient du spectateur, il verra toujours cette problématique de chiffres qui va revenir. Alors on peut aussi, dans chaque exposition, il y a souvent des œuvres qui sont montrées dès le départ et qui vont introduire aussi dans leur conception un nouveau travail dans les années qui vont suivre. Là, on est spécifiquement sur une œuvre de 2008. Qu'est-ce qu'elle a introduit chez toi? Quel travail, tout d'un coup, quelle réflexion ça a introduit? D'abord, je pense que purement visuellement, déjà, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on vient de voir sur l'œuvre plus blanche de 3x2. Oui, ce tableau qui s'appelle Cuban Boxer, elle introduit l'impossible, en fait. Je veux l'objet en haut, on ne peut pas le résoudre. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quelle direction elle va. Si elle est creuse, si elle vient vers nous, à gauche elle vient vers nous, mais à droite elle vient vers nous aussi. En fait, c'est pour créer des problèmes plutôt de regard, c'est-à-dire pour introduire dans le tableau cette idée que ce qu'on voit ne restera jamais ce qu'on voit. Et on questionne soudainement c'est les choses de l'intérieur de la toile. Mais aussi, toi, tu as fait une grande, quand même,
exploration de l'abstraction américain et que toi, tu es un énorme fan de Donald Judd, par exemple. Là, pour moi, je vois un peu les formes colorées de Donald Judd, les formes en plexi comme ça, les sculptures de 3 dimensions. Alors toi, tu as cet objet presque de 3-dimensionnel qui flotte, comme tu dis, un peu sur l'écran, si j'ose le dire, sur l'écran de la surface de la toile. Il y a comme, c'est un peu comme Judd, non? Il y a un petit, si on voit celle de Judd de cette sorte de couleur, cette couleur un peu, qu'est-ce qu'on peut dire? Transparente, mais en même temps romantique. Et c'est ça qui est très intéressant avec Donald Judd et aussi avec toi, que c'est au même temps, c'est formel, c'est structurel, mais avec la couleur, il y a cette sorte de romantisme ou quelque chose plus... De l'émotion. Émotionnel, oui. Je trouve que ça, c'est aussi une des caractéristiques de ton travail, c'est-à-dire effectivement cette capacité à donner de l'émotion à quelque chose qui pourrait être assez froid et sévère et strict. Et en fait, tu interroges le regard en même temps avec des couleurs, parce que même ce mauve-là, cette grande surface mauve, elle n'est pas que mauve, quoi. On a l'impression qu'il y a du jaune, qu'il y a du blanc, il y a du vert, il y a de la terre. Oui. Il se passe beaucoup de choses dans tout ça. Et on sent qu'il y a du vivant, quoi. Et puis il y a du corps aussi, il y a l'espace du corps dont on travaille, puisqu'on voit le mouvement du pinceau, on le perçoit très, très nettement, on voit la touche et le... Oui, mais vous avez raison, que ce n'est pas juste un bloc de couleurs, comme avec beaucoup des artistes abstraits ou constructivistes, où c'est un bloc de couleurs. Ça peut être presque Whistler. Oui. Une toile de Whistler, un nocturne de Whistler, où il y a tout un monde dedans, quoi, un monde flottant, au japonais peut-être. Je suis très intéressé par l'air dans la peinture aussi. Et j'ai beaucoup l'intérêt d'introduire cette idée que la peinture n'est pas est un objet, mais il est une illusion d'air. L'air, on peut, comme tu dis, comme Whistler, c'est où on voit ici presque comme une aura autour de l'objet. Elle n'est pas inerte, elle est vivante. Je veux que le tableau soit un espace vivant. Et mais il y a des petites choses comme ça, intimistes aussi, comme le verre était très important pour arrêter, parce que l'objet est parti comme là, et le verre arrête l'objet, et l'encre en fait. Sans le verre, l'objet ne serait pas ancré dans le tableau. Et ici, cette petite touche-là fait qu'elle est directionnelle. Ça donne des directions de regard aussi. Et pour moi, ce que je veux, c'est que quand on voit une peinture, c'est que l'œil peut être dans l'intime, mais dans l'espace entier de la toile. C'est qu'il l'œil peut voyager sur la toile, sur toute la surface picturale. Et c'est dans les structures et les coups de pinceau qui fait que l'œil voyage sur la toile et avec la toile. Et un petit mot sur le titre, Cuban Boxer. Il faut dire ça en français, boxeur cubain. Ou boxeur cubain. C'était un titre, c'était une conversation entre Adrien, mon fils Théo, et on cherchait un titre. Et Adrien et mon fils Théo ont trouvé a box in a cuboid in a square. Et moi, j'ai entendu Cuban Boxer. Et j'aimais beaucoup ce titre, Cuban Boxer, parce que ça fait voyager et rêver. Ça fait penser au jazz, parce que le jazz et le boxe, c'était très lié. Et si on pense à Miles Davis et Jack Johnson, il a fait tout un hommage à un boxeur african-américain. Et pour moi, c'est aussi physique, le boxe. Et je pense que comme ça, on se... Voilà. Et aussi, on peut voir le ring. Et comme c'est un ring... Le ring. On peut voir même la forme d'un ring de boxe, presque.
Ça, c'est horrible à dire, mais... Non, mais c'est tout un monde, une bas monde, le box. C'est la rue, c'est une espace vivante. Et comme ça, j'ai introduit dans le titre cette vie. C'est Basquiat, Andy Warhol. Voilà. Là, par exemple, ici, on pourrait, moi, quand je vois ça, à première vue, le premier rapport que je peux avoir avec la toile, c'est de dire, bon, il y a vraiment une économie de moyens. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça, cette économie de moyens. On est encore dans la répétition de la forme. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots, justement, sur cette évolution de la forme et comment tu la construis? D'abord, je voulais que cette forme soit une forme comme les traits lourds sur le côté gauche. Il y a un poids énorme sur le côté gauche, comme si c'était comme le tableau de Werner, la verseuse de lait. Et je réfléchissais au lait dans un jar, et je sais c'est très lourd. Alors pour peindre là, c'était passé comme liquide. Et pour empêcher que le tableau tombe, je ne voulais pas que ces formes sortent du tableau, je voulais que ces formes soient accrochées, fixées sur le côté droit. Alors j'ai trouvé comment on peut dire en anglais, un device, comme si c'était des vissés ici, là. Et on a l'impression vraiment, pour moi, qu'elles sont... Elles ne sortent plus de la toile, elles sont tenues par la toile. Aussi dans cette couleur rose qui est un peu presque disturbing, un peu étrange, je voulais qu'elle soit très forte vis-à-vis du blanc et qu'elle vient presque comme un vide et plein, c'est-à-dire que le vide devient le plein et le plein devient le vide. C'est quand on verse un jar de lait, le jar se vide et on arrive dans le rose qui est l'air, mais l'air devient le plein. Elle est très... et encore une fois, et là aussi, j'ai joué cette idée de répétition de forme, comme dans la toile blanche. Une sorte de pas de deux, une sorte de choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas comme l'un et l'autre. Chacun a leur petite individualité. Oui, pour moi, c'est toujours ça qu'il y a dans ton travail. Il y a toujours les pièces ajoutées, si je peux dire ça. Alors, quand on voit ça, on imagine que c'est les deux blocs de couleurs. Et là, mais c'est très important, cette jaune, cette verte, qui est là, qui est toute minuscule, qui est toute fine, comme la ligne, cette ligne tellement fine là, qui est à côté c'est pas comme une définition, mais c'est sur la borde d'une définition. Ce petit ligne-là, c'est typique de ton travail, qui a toujours quelque chose un peu de plus. Et exactement comme tu as parlé des vies, là, les devices, c'est là qu'avec beaucoup des artistes, on imagine, et quand on voit cette toile pour la première fois, on pense que ça finit comme ça, et c'est seulement après qu'on voit qu'il y a ces petits points-là, et toute cette couleur-là, mais même à une certaine distance, si on allait loin, on voit finalement le vert et le jaune qui est dans ça, c'est ça qui donne, d'un certain côté, la définition, ou cette petit point de plus, cette petite... la chose ajoutée qui est souvent là dans ton travail. Je crois que ces choses créent une intimité dans la toile. C'est les lieux où on peut s'arrêter. Oui. Où l'œil peut s'arrêter dans l'intimité, même si la toile est très grande ou grande. Et tous mes grands tableaux ne sont pas plus grands que mon propre corps, c'est-à-dire 1,93 m. Ouais. Si on passe de ce tableau-là à celui-là, encore une fois, c'est une histoire
D'abord, ce bleu n'existe plus, c'est un bleu manganèse. Oui, je pense que c'est important de parler un peu de, toi, de ça, que toi tu fais tes couleurs toi-même et que tu arrives à faire les couleurs dans ton atelier. Oui. Et que ce n'est pas juste les couleurs qui sont directes des tubes. Non, c'est des pigments. C'est des pigments. C'est à partir de pigments et de l'huile, oui. Et que tu trouves... je trouve chez les marchands de pigments. Alors toi, tu as créé cette couleur. Et cette couleur, elle, en fait, cette couleur, j'ai appris que le bleu manganèse allait disparaître. Alors je suis allé chez mon marchand de couleurs et j'ai acheté 10 kilos de bleu de manganèse. Et ce tableau-là, et quand j'ai complètement fini le bleu de manganèse, et un petit peu qui reste, qui est dans l'autre là-bas. Là, elle est beaucoup plus rapide, cette toile, que cette toile. Elle annonce un désir de pas toujours avoir un tableau dans l'idée qu'on se fait d'un tableau qui est fini, mais qui peut être quelque part ouvert, que le spectateur peut arriver et peut-être la finir. C'est une sorte de légèreté de l'application. Là, par exemple, il reste le fusain. Il est presque esquissé. Mais cette esquisse, j'ai amené ça dans ma peinture pour me contrarier, en fait. C'était pour me déstabiliser dans mon propre processus pictural. Et si on va de celui-là à celle-ci, on est encore plus architecturé. Là. Beaucoup plus architecturé, mais j'ai décidé de laisser le dessin initial et que de travailler le rouge. C'est le rouge qui n'est pas la matrix, mais en fait le rouge soutient la matrix. Quand tu dis dessin d'origine, je pense que c'est important qu'on comprenne ça. Qu'est-ce que tu fais au commencement? Tu as la toile et tu fais les formes quoi, en crayon ou quelque chose? Là, elles sont fabriquées avec du fusain. Et en fait aussi... Mais est-ce que toi, tu traces la géométrie d'abord? Comme une ossature, comme une charpente, sur laquelle la peinture peut venir se poser. Ici, j'ai cassé un peu quelques dessins. On peut voir la mémoire dans la toile d'un dessin qui allait avec le dessin initial que j'ai décidé d'enlever. Par exemple, ici, on voit. Là, c'était pour qu'on puisse voir the process of the painting, without being a process painting. C'est-à-dire, on peut voir comment j'ai fabriqué le tableau, du A à Z, un peu dans l'idée de Ryman. Mais Ryman, ce sont des monochromes blanches, qui montrent sa process de A à Z. Tandis que là, je veux le montrer, mais je ne veux pas que ce tableau soit uniquement en relation avec cette idée, ce protocole. C'est comme un échafaudage. On dit ça, c'est l'échafaudage de la toile même. Voilà. Ouais. Ici, dans les two triangles, ici, je vais un peu comme... Encore, on retrouve le bleu manganèse. Ici, je voulais qu'il y ait, comme dans la toile blanche qu'on a parlé de la musique, qui a ces multiples histoires. Alors, les formes grises, en fait, continuent en dessous le bleu. C'est-à-dire, elles aident à penser, à voir qu'il y a en fait un underlife, une vie souterraine, une vie derrière la toile, qui permettent à l'imagination à continuer à voir sans qu'elle voie. Mais est-ce que la toile continue, à ton avis, dans cet espace-là,
dans l'espace autour de ça. Est-ce que ça finit là? Tu as parlé d'une ligne qui fait la définition de la fin d'une toile. Ben, est-ce qu'on peut imaginer que tout ça est un univers en expansion autour de ça? Oui. Ou est-ce que c'est limité jusqu'à ça? Ça, c'est un objet dans un univers qui, soit il est fixe, soit il traverse. Et en fait, il traversait tellement le tableau, j'étais obligé de mettre des fixateurs qui entrent dans le tableau pour stabiliser la toile. Et comme elle était à peu près par le même moment que la toile, dans le même temps, les mêmes années que la toile rouge, j'étais très intéressé par cette idée, encore une fois, où on voit le tableau en fabrication. Et c'est pour ça que j'ai laissé le blanc, où en peignant la toile, j'ai senti qu'il fallait laisser cette liberté de fabrication. C'est qu'on peut, comme si c'était une toile inaboutie, mais qui est aboutie. Qu'est-ce qui définit la toile aboutie ou inaboutie? Est-ce que le blanc là est abouti et le blanc là n'est pas abouti? Ce blanc en fonction de définition de l'objet, dans lequel là, le blanc est la définition de la toile elle-même. On a parlé, tout à l'heure, on parlait de musique, on a parlé de toile architecturée. Quel rapport, toi, tu entretiens justement avec l'idée d'architecture ou d'urbanisme ou d'urbain ou de ville même? Ben, je vis à New York, alors c'est une ville très urbaine. Et je pense que la peinture est un espace dans lequel on peut vivre. C'est-à-dire c'est qu'elle nous reçoit, la peinture. C'est-à-dire que je veux que quand on voit un tableau, on peut se sentir à l'aise dans la toile. Ça veut dire cette idée que la toile est image autant qu'objet. Si on peut vivre dans la toile, dans ces lieux, comme dans la peinture chinoise, il y a des petites cabanes dans les peintures chinoises où on peut se mettre dans ces cabanes, même qu'intellectuellement. Dans ce tableau-là, on peut aussi se trouver ici. C'est pour ça que je mets des choses comme ça, un peu intimes, qui sont des notes d'intimité dans un univers grand. C'est-à-dire que... Oui, dans ce labyrinthe, on peut s'y retrouver. Voilà. Et c'est comme une sorte de dédoublement. Elle peut être en train de... Ça peut être le même objet, c'est encore des objets qui se dédoublent. Quand j'ai commencé cette toile, j'avais fabriqué une sorte d'idée où ces choses allaient se répéter à l'infini, comme ça. Que se créait une sorte de serialité d'une forme. Et je me suis retenu à le laisser là-haut et j'ai voulu soudainement peindre le vide au lieu de peindre le plein. Alors le plein est blanc et le rose est le vide. C'était comme si on coupait dans le vide quelque chose qui est immatériel. Et c'est ça le rose. Mais je voulais aussi discuter de ce qui est le vide et ce qui est l'espace. Ça, c'est l'espace vide plein. Et là, par contre, c'est l'espace dessiné. C'est l'espace qui crée une illusion par le dessin, qui amène dans la toile. Mais est-ce que ça c'est en mouvement? Parce qu'on a la sensation, parce que c'est flou comme ça, on a la sensation que c'est un mouvement qui allait dans cette direction-là. Ou dans l'autre. Ou dans l'autre direction. Ça repart dans cette direction. Ça c'est statique et ça c'est en mouvement. Et ça c'est quoi? C'est l'horizon. Ça c'est une barrière de lumière. Les choses s'arrêtent là. Voilà. Mais il peut partir dans cette direction. Sauf que ça s'arrête là. Ça, je pense souvent avec ton travail de la phrase de Edmond Jabez, que l'horizon exagère toujours la proximité de l'horizon. Et il y a un peu ça dans ton travail, il y a toujours cet horizon, il y a quelque part un horizon qui exagère la proximité de l'horizon. C'est très beau comme phrase. J'ai juste pensé à ça. J'aime beaucoup Edmond Jabez. Ben parce voilà. Edmond Jabez il a créé un livre, c'est le livre des questions. Et j'ai dit, oui, c'est ça la peinture. C'est pas la livre des réponses,
La peinture est un livre de questions, pas un livre de réponses. C'est que celui qui va voir la peinture, il faut qu'il... Les questions feront revenir, les réponses ne vont jamais revenir. Comment est-ce que tu abordes le dessin? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui abordent le dessin comme des études parfois préparatoires, bien souvent d'ailleurs préparatoires à un tableau. Qu'est-ce que c'est pour toi? C'est un travail quotidien? C'est un travail qui appartient à un temps particulier entre la peinture? Ou comment ça se passe? Le dessin, pour moi, est une voie parallèle à la peinture. Ce n'est pas des esquisses. Ce sont vraiment des objets entiers en eux-mêmes. Chaque dessin a son autonomie et il est vraiment entier. Ce n'est pas une étude. C'est une œuvre finie dans le sens comme la peinture. Elle est simplement un autre format, un autre support. Pour moi, le support de la papier est un support qui n'est pas dessin avant qu'on dessine dessus. Un tableau est tout de suite un tableau avant même qu'on peint dessus. C'est une grande différence pour moi. Le dessin devient objet que quand on le touche. Si chaque dessin est fait à peu près dans une heure maximum, elles sont travaillées par terre, journalement. C'est-à-dire que je peux faire 10, 20 dessins par jour, des fois un, ça dépend. Il n'y a pas de nombre, il n'y a pas de limite du nombre de dessins ou de peu de dessins que je peux faire. Je n'ai pas de règle. Je ne me lève pas le matin en disant je vais faire 10 dessins aujourd'hui. Je peux me lever, j'en fais un, ou j'en fais pas, ou j'en fais 20. Tout dépend de le rythme et le temps et l'intensité de ces moments-là. Et comme ils sont dessinés par terre, il y a un rapport du corps à cet espace pas très grand qui est 38 sur 28. Et mon corps doit se mettre entièrement dans le dessin. C'est-à-dire que quand on le regarde, je ne veux pas qu'on pense que c'est 38 sur 28. Ça doit être des univers énormes, en fait. Ça doit être des espaces gigantesques où le spectateur devient aussi grand que le dessin et peut entrer dedans, peut sentir par exemple, aller ici et voir, et il oublie la notion de taille. C'est vrai que moi, j'ai jamais pensé à ça avant, mais quand toi, tu parles avec des toiles aussi, avec des objets flottants, et aussi avec ça, avec tout un univers dedans, je pense avec la science-fiction, d'un certain côté, c'est comme des illustrations d'une science-fiction, d'un certain côté, quand on a tout un univers dans ce dessin-là, qui est le portail, l'entrée de notre monde, d'un certain côté. Et parfois même, et pour compléter, je dirais que dans cette science-fiction, on a beaucoup plus de couleurs qu'on en a dans la peinture. Oui. Généralement. Et aussi, c'est partie de ta vie, parce que j'ai voyagé avec toi, je te vois à Paris ou à New York, et c'est quelque chose, comme tu dis, c'est quelque chose que tu fais presque tous les jours, c'est partie de ta vie, c'est partie de ton corps aussi, c'est partie physiquement de toi, de faire ça comme une part de la journée, une chose essentielle, quoi. Oui. Il faut dire que la peinture est aussi une chose essentielle de la journée, mais on peut pas. C'est plus difficile à transporter l'atelier qui est très lourd que du papier, des pastels secs et des crayons. Mais cette histoire de couleurs, là, je sais que dans mes toiles, c'est des couleurs où je réduis la quantité de couleurs et je ne me permets pas, où je donne très peu de permission de mettre des multicouleurs parce que je ne veux pas que
la couleur devient compositionnelle dans la peinture. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre des rapports de couleurs scientifiquement, comme Georges Seurat, qui va scientifiquement mettre les couleurs ensemble, qui va être une composition colorale. Par contre, dans le dessin, c'est très intuitif. Je jette presque, comme toutes mes couleurs et tous mes matériaux sont par terre autour de moi, je me tire vers un et je le mets dessous, après quand je gratte dedans, après je le jette dans un baignoire où tout disparaît et je reviens dedans dans le papier mouillé, je remets de la couleur ou de la pastel qui devient un pastel liquide. C'est une sorte de laboratoire de signes, un laboratoire d'images et chaque dessin. J'essaie de faire que chaque dessin soit unique et qu'elle ne se répète pas vraiment dans celui qui suit, mais il y a des systèmes qui se répètent. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait une unicité, ça se dit unicité, une unicité de chaque dessin dans une globalité de dessins, mais qu'elles se parlent tous entre elles. Et récemment, en fait, je l'appelle la Journal Series parce que pas parce que c'est comme un journal d'un écrivain qui raconte les choses que j'ai fait, j'ai mangé le matin, à midi, j'allais au cinéma. Non, mais c'est journal parce que c'est journalier. Et je n'ai pas de... J'admets de mélanger par exemple, le pinceau sec, c'est un élément sec mais pur. L'encre, c'est liquide mais ça gratte. L'aquarelle, c'est comme de l'eau. Et ça, il y a des univers secs, des univers humides, des univers gras comme le pastel gras. Il y a les univers denses comme la graphite qui reflètent la lumière. Alors, je cherche ces multiples possibilités de lumière, réflexion de lumière, multiples possibilités de couleurs qui se retrouvent, mais sans trop forcer le dessin avant qu'elle soit commencée, et c'est le dessin qui décide quand elle est finie. On peut continuer bien sûr cette visite avec une œuvre qui fait écho encore à une autre œuvre précédente qui était aussi dans ces rouges, qui est aussi là une fois de plus très structurée. On retrouve lignes et cercles, donc toujours ce même vocabulaire de l'abstraction. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ici, je veux pousser plus loin, comme dans la toile avec les deux triangles bleu clair. C'est l'idée de choses qui entrent et passent à travers la toile et comment on peut les arrêter dans leur déplacement pictural ou le déplacement d'objets qui sont presque en mouvement. Il y en a 4 en fait. 4 on peut dire invaders, qui sont presque menaçants. Et j'ai ajouté les 3 cercles pour, encore une fois, cette idée de stabiliser le tableau, c'est d'arrêter le tableau dans son mouvement. Quelque part comme si on met un film en freeze frame. C'est un peu les 3 boules, ou les 3 cercles, j'appelle 3 cercles ce tableau, elle freeze the frame du tableau. Et on revient à cette idée de chiffres, c'est-à-dire qu'il y a 4 éléments qui entrent, il y a 3 éléments qui l'arrêtent et il y a toujours cette idée qu'il y a 4 bords et 4 coins. C'est-à-dire c'est par cette idée des chiffres et de ce mouvement, avec ce rouge qui est presque opaque, ce qui m'intéressait, c'est que le rouge devient un espace vide et d'air dans lequel on peut entrer dedans. Si on vient à ce tableau bleu,
le départ initial de ce tableau bleu était que je pensais, on voit toujours le T, la ligne horizontale, comme s'il était plus courte que la ligne verticale. Et ça m'avait vraiment intéressé pour comprendre comment cette ligne horizontale, dans notre esprit, fait plus court. Alors j'ai mis la ligne, elle est exactement la même longueur que cette ligne jaune. Et celle-là, alors j'ai décidé de mettre 2 T, un qui est la ligne horizontale, mais en fait c'est la ligne verticale pour l'horizontale, et cette ligne-là est égale à celle-là, c'est-à-dire que c'est 2 T, une posée comme ça et une posée comme ça. Et je voulais renverser le T avec le blanc, comme si c'était des fils de marionnettes qui tenaient les 2 T. Mais c'est pas plutôt derrière. Pour moi, cette ligne-là, Oui. ça passe derrière. Mais elle passe ça derrière. touche pas. Elle ne touche pas, mais Oui. en haut, elle touche. Là, ça touche. Voilà. Et ça prend, oui. Je pense qu'ils sont tellement physiques, je pense que c'est important juste pour dire anecdotiquement que toi tu étais danseur et quand tu étais adolescent, Oui, oui. et ça c'était une grande partie de ta vie. Et quand je vois cette toile rouge-là, la chose physique dans tout ça, et aussi le mouvement et cet esprit de danseur moderne, moi je vois ça vraiment dans quelques-uns de tes toiles, il y a vraiment cette chose physical et le mouvement du corps. Oui, 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 je suis d'accord. Et le mouvement d'un corps assez grand, quand même. De cette taille, parce que toi, tu as parlé de ça, que les toiles sont de plus ou moins... Oui. Les grandes toiles sont toujours de plus ou moins de mon propre taille. Je vois, par exemple, que je pense que quand on va dans des musées, il y a toujours une danse qui se passe, même pour celui qui regarde le tableau. On voit de loin et on voit de près. Et aussi quand la peinture il y a ce rythme physique dans le tableau. Je crois qu'on voit le tableau par le corps autant que par les yeux. Oui. On revient à la musique, encore une fois. Mais attends, toi, là, montre-moi. Je suis fasciné par ça. Si tu mets tes mains loin... Je peux mettre le tableau, et en fait, l'exact. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et de l'autre côté aussi, parce que c'est un square. Non, celui-là est... Et c'est plus grand. Elle est ça. plus haut. Ça veut dire Mais c'est vraiment elle ta mesure taille. 1m93. Ouais. On va monter en haut. Alors là, on est à l'étage de la fondation et on n'est plus du tout dans un format à taille humaine, on est dans un format à taille d'une main en fait. Hein. On est à 25 cm à peu près de... Ah oui. Ouais, voilà, oui, on est vraiment, c'est sa main. Oui. Et ce format-là, d'où vient-il alors? Pourquoi travailler sur des petits formats en toile alors qu'il y avait le dessin, comme on a vu tout à l'heure? J'avais commencé à faire ça, j'avais fait toute une série de petits tableaux en 2013, qui sont ces 2 tableaux-là, ou pas que ces 2 tableaux, mais ils sortent de ces 2 tableaux, dont ils sortent de cette série. Ce sont en fait des offshoots de toiles, et j'aime bien utiliser tout le matériel qui tombe des grands tableaux. Et j'ai trouvé ce format intéressant de pouvoir faire un petit tableau, mais qui n'est pas une imitation d'un grand tableau, mais qui est grand en lui-même. Oui, il y a tout un univers dedans, Voilà. d'un certain côté. Et mais celle-là, par exemple, pour moi, c'est un truc peut-être un petit peu asiatique, chinois ou coréen, ou même japonais. Je vois ça comme une île flottante, pas comme une île flottante qu'on mange en France, mais une île flottante au sens japonais.
Et je pense qu'il y a quelque chose d'asiatique dans ton travail, et surtout, je pense, dans les petites toiles. Parce que toi, tu es un peu, quand même, un certain amateur de l'art chinois et japonais. Et surtout, quand tu fais des dessins, je pense qu'il y a un esprit asiatique, là, quand tu fais des dessins comme ça. Mais moi, je trouve ce petit format extraordinaire, parce qu'il y a tout... il y a tellement dedans. Comme tu dis, c'est pas... c'est lié d'un certain côté avec les grandes toiles, oui, mais c'est à part. Oui. Ce n'est pas des études pour des grandes toiles. Ce sont encore une fois, comme les dessins, des œuvres entières en eux-mêmes. Là, dans cette pièce, c'est la série que j'appelle des Candy Floss Series, qui, on peut dire en français, Baba Papa, qui fait un peu clin d'œil aux couleurs pop. Les roses, les bleus, des couleurs plus séduisantes, mais presque jouées, ou le chewing gum. Mais en même temps, les tableaux eux-mêmes n'ont pas vraiment... J'ai voulu approcher cette idée un peu new-yorkaise de la abstraction pop. Qui est beaucoup de peintres new-yorkais utilisent. Cette série-là, je l'appelle 12 by 12 by 12, puisque c'est 12 inches sur 12 inches. Alors c'est un carré de 12 inches, qui est un pied en anglais, ça on appelle ça un foot. Et il y en a 12 tableaux. Aussi dans cette idée de peinture, je voulais faire des peintures presque dans l'esprit que la peinture peut être jetable. De ne pas avoir peur de rater un tableau, d'accepter qu'un tableau n'est pas réussi. Et laisser le tableau lui-même parler librement, pas lui forcer une opinion. Bien sûr, il y a des tableaux que j'ai travaillé longtemps. Celle-ci est un tableau que j'ai travaillé assez longtemps. Elle m'a pris 3 mois, en fait, à peindre. Pas 3 mois constamment, mais 3 mois, une durée de 3 mois sur laquelle j'ai pu retravailler la toile. Mais celle-ci, les lignes sont toutes à la silver point. C'est de la pointe d'argent. Et la pointe d'argent ne se trace que sur une enduit. Mais cette toile, je l'ai peinte très rapidement. C'est une toile que j'ai acceptée tout de suite. Je n'ai pas voulu la forcer. J'ai laissé cette ouverture de pouvoir la jeter après si je n'étais pas content, de ne pas avoir besoin de la finir. Et comment tu décides s'il y avait quelque chose, comment tu sais si les formes sont bien pour ce petit format ou s'ils sont mieux pour un plus grand format? Ou ça arrive quand tu es devant la toile, devant la taille de la toile, que tu fais cette décision-là? Oui. C'est-à-dire que c'est assez... il faut, parce que je suis quelqu'un de... Bon, je ne suis pas un géant, mais je suis quand même grand. Et pour moi, mon corps est beaucoup plus grand. Mes tableaux, j'avais décidé la taille de mes grands tableaux par rapport à mon corps. Là, la façon de décider une structure, c'est que je dois oublier ma propre taille pour pouvoir peindre ces toiles. Et pas penser que ce que je fais est beaucoup plus petit que mon corps. Que, encore une fois, comme dans les dessins, que cet univers est immense. Matisse a dit que c'était pas la toile, ou même Barnett Newman, c'est pas la taille de la toile, c'est le scale qui compte. Et Matisse voulait que l'échelle
ait l'air plus grande que la taille de la peinture. C'est que ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce qu'elle est réellement dans sa taille. Ce qui m'intéresse, c'est l'échelle qu'elle donne quand on le regarde. Alors ici, dans cette dernière salle, on est dans une variation de forme et de dessin et encore une fois, on a vraiment l'impression de revenir sur cette idée musicale de cheminement comme ça, de forme qui se développe dans le temps, et puis sur un rythme très particulier. Quelle est la technique exactement ici? Est-ce qu'il y a un protocole particulier? Comment ça se passe? D'une part, la technique, ça vient d'une préparation de papier. Quand j'ai fini d'enduire mes grands tableaux, j'ai toujours de l'enduit qui reste. Et pour ne pas le jeter, je le mets sur ce papier. J'ai fait des piles de papier sur lesquelles je peux peindre. Mais ça peut rester dans mes tiroirs pendant 3 ans. Là-dessus, comme c'est une enduit à peinture, parce que l'enduit à l'huile et le colle de peau, c'est très difficile de revenir dedans avec autre chose que de l'huile. Aussi, on peut voir les gestes horizontaux du coup de pinceau qui créent une physicalité différente du papier. Le papier, normalement, pour moi, est un espace transparent et infini. Là, le papier devient objet. Et là-dessus, je viens avec... Là, je quitte l'idée de toutes ces couleurs dans les dessins de séries de journal. Là, c'est une série qui s'appelle Station to Station, parce que, en fait, cette série a un rapport avec la verticalité et l'horizontalité. Et chez Barnett Newman, il y a cette idée de verticalité, cette histoire de l'homme qui se tient debout, l'être humain qui se tient debout, mais on se tient toujours debout avec une notion de l'horizon, de l'horizontalité. Aussi, j'ai voulu répéter un signe qui est le signe du T, qui se retrouve aussi dans 12 by 12 by 12, mais que j'ai commencé avec ça, mais j'ai aussi abandonné cette idée. Il y a quelques-unes aussi dans les rouges. C'est-à-dire que ces signes se répètent, mais ça devient une sorte de... On ne sait plus si ce sont des signes ou si ce sont des objets, si ce sont des plateformes dans l'espace où les choses flottent et pour que ce qu'il y a aussi, c'est dans ces dessins, je mélange un peu mes mots, je suis désolé. Dans ces dessins, il y a l'histoire aussi où l'objet est absent et la couleur devient l'objet, où la couleur redevient comme dans les signes de la calligraphie chinoise, où elle devient des architectures, où elle devient comme des formes biomorphiques. C'est-à-dire que j'essaie de varier des sortes de logiciels, pas de logiciels parce que ça c'est informatique, mais lexicon. Un lexicon d'images, de signes, de sens, de gestes qui se répètent, que j'utilise, qui créent des phrases et une sorte de cheminement comme si on partait d'une gare à une autre. Et là, j'ai pensé à ce titre The Stations, qui est le titre de Barnett Newman, mais j'ai dit non, ça ne peut pas être les stations, parce qu'on n'est pas dans cette problématique de religion, on est plutôt dans une problématique de déplacement. Alors j'ai pensé à Station to Station. Après je dis, ah bah oui, Station to Station est aussi une chanson de David Bowie, un disque de David Bowie que j'écoutais quand j'avais 16 ans. Et en fait, il y a un retour dans la musique
en passant par Barnett Newman. Oui. Et station, quand tu dis station, tu dis les stations du Christ dans le sens de Barnett Newman, oui. Qu'on peut peut-être voir là de certains côtés. C'était pour ça que tu ne veux pas faire cette référence à la croix, quoi. Oui. Mais aussi en même temps, ça peut être quelque chose qu'on veut d'un côté dans un train ou dans le mouvement. Ça, c'est un peu littéral, oui. Mais d'une gare à une autre gare, station à station, il y a cette idée de ce mouvement-là qu'on voit. Et aussi, tu as parlé de logiciel, mais on n'a pas vraiment parlé de ça. Il y a un certain lien pour moi entre ton travail et l'écran, le logiciel, tout ça, l'espace qui flotte et l'image qui flotte dans un espace qui est infini, mais en même temps limité par la taille de l'écran et tout ça. Et avec ça aussi, je vois un certain lien avec les choses du logiciel, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de logiciels maintenant, et comment on peut aller contre pour qu'on puisse retrouver une toucher de notre propre corps, il faut réfléchir dans un monde post-logiciel où, quand on regarde une œuvre, on le regarde physiquement, réellement. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a la peinture post-photographique et pré-photographique et la peinture post-photographique. Et la réaction des peintres, quand les peintres classiques peignaient un portrait, c'était la même chose qu'un photographe qui prenait la photographie d'une femme ou d'un homme ou d'un prince. C'était comme du journalisme, presque. Et quand on est là dans un moment de ce monde immatériel de l'écran, dans l'écran de l'ordinateur, tous les objets prennent la même dimension, tout devient immatériel. Et ce que fait la peinture normalement était de créer des images qu'on pouvait croire qu'étaient matérielles, mais en fait c'était des illusions. Et le modernisme a voulu dire que non, tout est réel. Et ce qui m'intéresse, c'est le jeu entre le réel et le non réel dans la peinture et dans le dessin. C'est-à-dire qu'il y a des espaces irréels et des espaces réels. Et on peut dire que dans cette exposition, qui a 20 ans, au moins 20 ans de ton travail, on voit une peinture pré-logicielle et une peinture après-logicielle, comme la peinture avant la photographie et la peinture après la photographie. On voit peut-être un travail d'avant l'écran de l'ordi. Presque avant l'écran. Oui. Mais comme je suis né avant l'écran, le seul écran qu'on connaissait, c'était l'écran du cinéma et de la télévision. Et mon père refusait d'avoir une télévision à la maison. Et au départ, il ne voulait pas une télévision couleur parce que ça coûtait plus cher qu'une télévision noir et blanc. Et il refusait le téléphone dans la maison parce qu'il ne voulait pas que l'extérieur envahisse l'intérieur. Il croyait dans le privé. Alors on n'avait pas le téléphone. Et il a fallu que j'aille dehors, à Pontoise, téléphoner de la rue à mes amis, parce qu'on n'avait pas de téléphone chez nous. Et on n'avait pas de télévision en couleur, alors toutes les images qu'on voyait étaient irréelles, parce qu'il n'y avait même pas la couleur, c'était noir et blanc. Et alors j'étais déjà confronté à ces problèmes de privé et non privé, de couleur et non couleur. Et quand l'informatique est arrivée, j'étais encore confronté à cet espace irréel où tout le monde croit qu'il voit un tableau, mais il ne voit pas un tableau, il voit l'image d'un tableau. Et quand on voit un tableau, on voit le vrai tableau. Mais dans le vrai tableau, il y a des illusions picturales qui confrontent la réalité. Et Adrien, peux-tu... Moi, oui, je veux juste ajouter qu'il ne faut pas donner l'impression que toi, tu es opposé
le monde informatique de l'écran et tout ça, parce que tu passes beaucoup de ta vie en regardant les images des autres sur Facebook, sur Instagram, tout ça, mais en même temps, toi, tu es très conscient que les images qui flottent là, qui en passent tout le temps à une certaine vitesse, sont pas les vraies images comme tes toiles à toi, qui sont complètement différents. Parce que la texture, la forme, la réalité physique de tes toiles, c'est l'opposé de l'image qui est sur un écran. Wow. Disons que je passe pas énormément. Comme tout le monde, on peut vite trouver la source d'un artiste sur l'Internet. Avant, on devait aller le voir. Maintenant, on peut prévoir ce qu'on va voir, qui est quelque chose d'assez dommage quelque part. Je ne suis pas contre l'Internet parce que c'est une source d'information. Mais c'est quand même, je crois qu'il ne faut pas oublier ce qui est le corps de l'humain. Et quand on est devant une image de l'informatique, le corps n'existe plus. Il est obliterated quelque part. Mais est-ce que tu veux citer quelques lignes de ton poème pour finir Ah. Oh. Ah. Oh. Ça, c'est le poème. Oh. Ah. Oh. Non, mais sauf c'est en anglais, ça ne marche pas vraiment. Oui, on peut faire en anglais. N'essaie pas de le traduire. Ben, je peux juste finir avec cette toute petite phrase-là. Cette toute petite phrase-là, c'est un poème sur le travail de notre ami Paul Pack. Et I draw a line at visual rhyme, parce qu'il y a des rimes visuelles quand même dans le travail de Paul. I draw a line at visual rhyme, or poems that rhyme. Signs upon signs, parce qu'il y a quand même des signes sur les signes, un signe sur l'autre, imposé sur l'autre, à côté de l'autre. Signs upon signs, lines upon lines. Ils sont partout. Until the final dot, the black ink spot that marks the end of time. Merci. Mes révérences.